Bonsoir, merci d'être là ce soir. On aura plus tard la présentation des états financiers. Donc, pour le moment, on va adopter l'ordre du jour. Oui, donc quelques ajouts ce soir. Donc, dans les PPC- au 7.2, le second projet concernant le projet d'autobus Maheu. En 9.2.12, dans les demandes d'événements, la fête des voisins de D'Alembert. Dans les affaires politiques, acquisition et installation de radars à l'entrée de Noyaux villageois. Une autorisation aussi de dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Artère. Dans les procédures administratives, différentes opérations comptables suite à la présentation des états financiers. Dans les recommandations des conseils de quartier, la nomination de deux nouveaux membres au conseil de quartier de Bellecombe. Et c'est tout. On fait la proposition de Daniel Camden. Je l'appuie. Merci. Oui, je te regardais assez insistant. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mai. J'en fais la proposition, François Gagné. C'est toi que je regardais, là. Ah ouais, c'est ça, j'ai compris. Là. Et je l'appuie, Vicky Brazo. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, il y aura la présentation là, des états financiers. Donc, il y a Karen Audette, qui est notre trésorière, et Mme Annie-Claude Delisle, bien sûr. Alors, d'abord, moi, je vais juste peut-être introduire un peu le sujet. Vous allez voir que les états financiers démontrent un surplus là, de 2,5 millions qui provient, pour l'année 2025, là, qui provient notamment là, par des compensations reçues de Recyc Québec et par une hausse des droits de mutation. Et là, tantôt, Karen vous fera la nomenclature là, de tout ça. Évidemment, l'idée n'est pas de faire des surplus. Hein. On veut taxer les citoyens pour donner des services, mais il y a quand même une bonne gestion, puis on doit le reconnaître. Donc, on arrive avec un surplus cette année. Donc, comme je le mentionnais, là, en bonne gestion municipale, l'idée n'est pas de faire des surplus, mais bien de donner des services en fonction de la taxation là, qui est faite. Cette année, on s'est affairé à la création d'un fonds dédié au maintien des bâtiments municipaux. Donc, ce fonds va permettre de mieux planifier certaines dépenses importantes là, sans devoir puiser dans les surplus. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'on a dépassé là, le budget au niveau du déneigement, donc de 1 million. Donc ça fait partie de notre réalité là, pour l'hiver qu'on vient de vivre. Évidemment, les attentes des citoyens sont élevées, avec raison. On fait face au changement climatique. On a dit dans les conseils précédents que on irait faire un post-mortem pour voir comment on peut mieux faire les choses pour la suite des choses. On travaille là-dessus. Il y a la mise en œuvre là, du plan climat qui va d'ailleurs être un outil précieux pour mieux s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Transport en commun, ça a été mentionné à quelques reprises, mais juste vous mentionner que suite à des représentations politiques qui ont été faites, on a réussi à obtenir les sommes pour 2025. Mais les calculs avaient été changés là, en cours de route par le gouvernement. On a eu des rencontres avec un sous-ministre au transport. J'ai eu des rencontres la semaine dernière en compagnie du maire suppléant, là, Stéphane, la semaine dernière, il y a 2 semaines. Là. C'est toute la semaine dernière maintenant. C'est la semaine dernière? OK, c'est la semaine dernière. Donc, on a eu des rencontres avec la chef de cabinet de la première ministre. Donc, on a réitéré là, ces besoins-là, puis que ça prenait plus de prévisibilité. Là. Ils ne peuvent pas nous arriver en cours d'opération et nous dire que finalement, ils nous retirent des sommes ou ils changent les modes de calcul. On a réitéré aussi ce qu'on réitère. Là, on a une fiche là, qu'on ramène à chaque fois. Il y a des affaires qu'on enlève parce qu'on réussit à régler, puis d'autres qu'on doit taper sur le clou à maintes reprises. C'est sur le droit, le pouvoir de taxation là, pour l'immatriculation. C'est des moyens d'aller financer le transport en commun.
On s'est fait dire que ça serait dans un projet de loi omnibus, projet de loi 22. Donc, on va continuer de mettre de la pression. On a besoin de ces sommes-là pour assurer là, le service de transport en commun à Rouyn-Noranda. Évidemment, on fait face à un déficit d'entretien. Ça a été nommé. Ça a été nommé à l'UMQ. Moi et mes collègues, on a participé, quelques-uns d'entre nous, on a participé aux assises de l'UMQ. Évidemment, on ne peut pas continuer de cette façon-là. On s'en va vraiment dans le mur. Ça a été nommé. Les villes au Québec souffrent des déficits, mais des déficits d'entretien. On n'a pas les sommes d'argent qu'il faut pour y arriver. Alors, nos constats, et les constats qui ont été nommés par Mme Jérôme Forget et par Nicolas Marceau, l'idée de taxer avec l'indice du prix de la consommation, mais c'est quand même. Nos contrats sont pas basés là-dessus. Alors, nos contrats augmentent, les besoins augmentent, même si on voudrait se limiter à ça. Ce que nous disent les experts, c'est pas la meilleure méthode là, pour faire face à la réalité, à nos déficits là, dans nos infrastructures. Donc, évidemment, il faut respecter la capacité de payer de nos citoyens et citoyennes. On est très sensible à cette réalité-là. Mais au cours des prochains mois, il y aura énormément de travail qui devrait être fait. Il y aura des élections. Il y a une plateforme qui a été élaborée par l'UMQ. L'ensemble des municipalités ont adhéré à cette plateforme-là. Donc, le modèle qu'on a jusqu'à maintenant ne fonctionne plus pour les municipalités, ne fonctionne pas pour les citoyens et citoyennes non plus. Donc, on devra changer les choses. Donc, il y aura des pressions politiques à faire pour la suite des choses. On a, à la ville de Rouyn-Noranda, vous le savez, là, ça a été mentionné, on veut diversifier les sources de revenus. Il y a un projet d'énergie solaire là, qui a été mis de l'avant. Donc, on verra là, si on sera retenu dans l'appel de projet d'Hydro-Québec. Mais oui, il faut trouver des nouvelles sources de revenus et on y travaille. Donc, maintenant, je te laisse la parole, Karine. Merci, M. le maire. Au niveau du sommaire des résultats consolidés, donc, on consolide avec 3 organismes, le CLD Rouyn-Noranda, la Corpo de gestion du Centre de congrès de Rouyn-Noranda et puis la Corporation de gestion Notre-Dame Auxiliatrice. Les états financiers consolidés amènent un surplus de 2,5 millions, comme le maire mentionne. Dans les faits saillants qui ont mené au surplus au niveau du 2,5, on a notamment ce que M. le maire mentionnait, le 1,3 million pour la compensation de Recyc Québec, une augmentation au niveau des droits de mutation de 877 000, 495 000 au niveau de frais d'utilisation par passager, donc des frais qui sont chargés au niveau de l'aviation, qui sont gérés aussi via une entente. Donc, plus tard, je vais vous proposer des affectations en lien avec ça. 348 000 provenant du service de la sécurité civile incendie, en lien avec des difficultés de recrutement temporaire au niveau de pompiers, brigadiers et autres. Et 190 000 provenant de subventions pour le transport en commun provenant d'une entente qui a été abandonnée, mais on doit respecter les paramètres. Et comme M. le maire le disait, on a près de 1 million en dépassement budgétaire au niveau du déneigement. Dans les résolutions qui seront passées un peu plus tard dans la soirée, on a le 1,3 million qui provient de la compensation pour collecte sélective qui sera réattribué pour la relocalisation de l'écocentre. 495 000 pour des travaux d'entretien à l'aéroport. On a 248 000 pour le service incendie pour aider à payer notamment des camions de pompiers, etc., donc des infrastructures. Et 209 000 dans les surplus non affectés pour des projets futurs. Au niveau des revenus de fonctionnement, donc la répartition se fait en majorité via la taxation, donc à 61 %. Par la suite, une autre proportion du 128 millions de revenus et 5 % pour les paiements tenant lieu de taxes. Donc, c'est tout ce que le gouvernement nous verse pour les écoles secondaires, primaires, l'université, etc.
12 dans les transferts, donc c'est toutes les subventions gouvernementales qu'on reçoit, notamment pour la réalisation de projets en cours d'année. 9 pour des services rendus, donc c'est toute la tarification que la Ville fait, notamment pour la location de plateaux sportifs ou de services tels la piscine, etc. 3 en droits de mutation, donc les taxes à l'achat d'une nouvelle maison. 1 pour les amendes pénalités, 1 en revenus de placement, 1 en autres revenus d'intérêt et 7 en autres revenus. Dans les autres revenus, il y aura eu également un don à la municipalité, mais pour des infrastructures municipales. Et c'est à cet endroit-là que se place la compensation pour les collectes sélectives. Au niveau des dépenses de fonctionnement, le montant est avant amortissement, donc 107 610 384. La majeure partie des dépenses est affectée en transport. On trouve dans cette fonction-là les réseaux routiers, donc la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'éclairage de rue, le transport en commun, le transport aérien notamment. Ensuite, on a 19 en hygiène du milieu, donc l'eau, l'égout, les matières résiduelles, protection de l'environnement et cours d'eau. 2 au niveau de la santé bien-être, 6 en aménagement, en urbanisme et en développement économique, 15 en loisirs, en culture et en sport, frais de financement 6 et 14 en administration générale, 12 en sécurité publique, incluant police, incendie et insécurité civile. L'analyse de variation de la dette, on va vous montrer plus tard à la prochaine diapositive que les ratios sont respectés. Par contre, vous pouvez voir la variation depuis 2021 sur le montant de la dette au bilan. Donc, il faut l'analyser en fonction des intentions qui étaient votées au moment des programmes triennales d'immobilisation. Donc, c'est les intentions du Conseil qui ont été exécutées depuis 18 à 24 mois. Donc, les projets se sont terminés et ont été empruntés. Donc, la variation, tant qu'elle respecte les politiques de gestion de la dette et que la dette est saine, c'est normal d'investir pour le maintien des infrastructures. Donc, elle doit être analysée aussi en fonction des ratios à la suite. Au niveau de la politique, 3 ratios sont regardés. Donc, l'endettement total par rapport aux revenus consolidés. Donc, c'est la capacité à générer des revenus comparé à notre niveau d'endettement. Donc, ce niveau-là diminue depuis 2022. Donc, c'est un bon signe, mais c'est sûr, sera interprété là, en fonction des types de revenus. Donc, plus on a des subventions gouvernementales, exemple, la relocalisation de la zone tampon, c'est sûr que ça peut venir jouer un peu dans le résultat. Puis, comme on dit, on est consolidé, donc les revenus des autres aussi viennent jouer dans nos résultats. Au niveau du service de la dette consolidée par rapport aux revenus de fonctionnement, cette dette-là, ce ratio-là se maintient depuis 2022. Donc, il n'y a toujours pas d'enjeu à ce niveau-là. On visait inférieur à 20 puis on est à 14 Au niveau du troisième et dernier ratio, c'est l'endettement total net à long terme par rapport aux actifs. Donc, c'est à quel point qu'on s'endette pour acquérir des actifs. Donc, depuis 2022, il y a une légère diminution, mais ça démontre qu'on trouve d'autres sources de financement pour financer nos infrastructures, notamment quand on mentionne qu'on essaie d'aller chercher le maximum de sources de financement avant d'endetter la Ville, notamment par la constitution du fonds pour les bâtiments. C'est des sources d'initiatives que la Ville trouve, notamment pour limiter son endettement. Ça ferait le tour au niveau de la présentation des états financiers. Je passerai la parole à ma collègue Annie-Claude. Bonjour. Donc, le rapport de l'auditeur. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de Ville de Rouyn-Noranda, qui comprend l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2025, les résultats consolidés des résultats, de la variation des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date. Dans le cadre de l'application au 1er janvier 2023 du chapitre 3280, qui est l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisation, la Ville n'a pas procédé à l'identification et à l'évaluation de ses passifs au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, ce qui constitue une dérogation au niveau des passifs au titre d'obligations liées à la mise hors service pour le secteur public.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. La responsabilité qui nous incombe en vertu de ces normes sont plus détaillées dans notre rapport. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux normes canadiennes pour le secteur DOSI, le secteur public. À notre avis, à l'exception du problème cité au niveau de la fondement de notre réserve, les états financiers consolidés donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre, ainsi que de des résultats de ses activités et de la variation de ses actifs nets. Le rapport a été daté du 20 mai, donc la semaine dernière. Aujourd'hui, il s'agit seulement d'un dépôt des états financiers et de notre rapport de l'auditeur. Merci. Donc, on n'a pas besoin de résolution. Non. Il n'y a pas de période de questions non plus par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Excellent travail. Merci. Au niveau des dossiers des suivis de dossiers politiques. Merci, Mme Turgeon. C'est une efficacité remarquable. Avec Lynn Fortin, on est allé rencontrer, et le directeur général, on est allé rencontrer le conseil de quartier à Évin. On s'était engagé au moment de l'effondrement malheureux d'aller faire une mise à jour, d'aller rencontrer les citoyens et citoyennes du quartier d'Évin, d'aller rencontrer le conseil de quartier. On avait au préalable rencontré le conseil de quartier ici et on avait rencontré aussi les organismes là, qui étaient affectés par cette situation-là. Donc, à Évin, il y avait un peu plus de 150 personnes qui se sont présentées. Il y a une belle mobilisation. Je pense qu'il est clair que ces gens-là veulent des réponses. On a tenté de donner des réponses qu'on avait, ce qu'on avait, mais on voulait respecter notre engagement de se présenter sur place puis d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes, ce qu'on a fait. Évidemment, vous avez vu par les médias, là, certains étaient déçus parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations. Mais on a donné l'information qu'on avait au moment où on s'est présenté sur place. Sur le site de la ville, il y a une fiche qui va être déposée demain, là, qui questions et réponses, effondrement. Donc là-dedans, il y a un ensemble de questions, puis l'état de situation actuel qui va être actualisé à mesure où on peut avoir davantage d'informations. C'était une belle rencontre, je pense, une belle mobilisation. Les gens veulent, ils veulent des réponses évidemment pour la prochaine année, pour les prochaines étapes, puis on va tenter, dans la mesure du possible, de leur donner ces réponses-là. Les équipes de la ville travaillent pour s'assurer que des plateaux sportifs vont être disponibles. Donc, des gens sont venus témoigner là, de ces besoins-là, puis on a pris en compte ces besoins-là, et les équipes là, sont à l'œuvre qui étaient à l'œuvre déjà, mais là, on essaie de rassurer la population puis de leur donner le plus d'informations possible qu'on a. Donc, ça sera sur le site de la ville demain. Pour le reste des dossiers politiques, je vous en ai parlé dans le dépôt là, des états financiers là, sur les démarches qui ont été faites auprès du gouvernement du Québec. On lâchera pas. On lâchera pas sur des questions importantes qu'on n'a pas nommées tantôt, mais sur la question de l'itinérance, par exemple, où il y a eu des sommes d'annoncées, mais pour Montréal et Québec, alors que les régions font face à cette situation-là. J'ai moi-même signé une lettre conjointe avec la première ministre, Pauline Marois, parce que l'itinérance dépasse Montréal et Québec. L'itinérance, on le voit ici dans notre région. Et on a été plutôt... le gouvernement du Québec a été plutôt absent pour nous donner les sommes nécessaires là, pour nous permettre d'aider ces gens-là. Ça n'a pas d'allure que dans une région riche, dans un Québec riche, on voit des gens qui dorment dehors. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on va continuer de taper le clou là, parce qu'il faut répéter constamment. On va répéter constamment, c'est l'engagement
qu'on a fait. Je ne sais pas si Lynn, tu avais quelque chose à ajouter pour la situation. On continue de travailler en collaboration avec Lynn là, pour assurer les gens des vins puis s'assurer de répondre à leurs besoins le plus rapidement possible dans la mesure là où on peut avancer un certain nombre de dossiers. Merci. On va sujet des membres du conseil. Il y avait Les amours. oui, les amours. J'étais absente plus longtemps. D'abord, j'ai deux choses à présenter. En premier, j'ai de l'avancement dans ma vie politique, dans ma carrière politique, dont je voulais vous partager. Le 14 mai dernier, j'ai été investie par le Parti Virage. Je ne suis donc plus une élue indépendante, je suis donc une élue Virage. C'est une démarche qui vient pour moi donner un peu plus de place aux citoyens dans les décisions municipales, entre autres en offrant une porte supplémentaire pour la participation citoyenne, pour la consultation, mais aussi une façon d'assumer pleinement notre rôle d'élu en ayant un vrai travail d'équipe, mais pas seulement entre élus, mais avec les citoyens, aussi avec les militants, de mettre en commun tout ce qu'on a de ressources et d'expertise. J'espère comme ça donner une voix plus forte à Rouyn, mais en particulier pour Granada, pour trouver des solutions qui sont collectives, puis dépasser les simples positions personnelles. Je voulais remercier mes collègues Vicky et François pour l'inspiration dans les valeurs, dans les prises de position, dans toutes les solutions qu'ils ont apportées, qui m'ont amené à m'orienter dans le parti. Puis finalement, merci aux membres de Virage pour l'accueil. Ça a été merveilleux là, depuis le 14, puis même au-delà de ça, là, il y a eu des belles prises de contact. Donc, merci. Donc, dans une continuité de cette mission-là, je voulais inviter les gens à participer aux consultations citoyennes qui s'en viennent pour le plan climat. Donc, ça fait quelques mois que la Ville de Rouyn-Noranda travaille là-dessus. Entre autres pour améliorer nos milieux aux réalités des changements climatiques. Donc, en ce moment, il y a déjà eu une consultation en ligne. 275 personnes ont été rejointes avec cette initiative-là, mais le processus continue. Donc, on aimerait que les gens puissent venir échanger sur les enjeux climatiques qui sont vécus à Rouyn, mais aussi venir aider à bonifier les solutions qui sont proposées, puis à prioriser les actions qui vont guider le futur plan. Puis, ça se fait en 2 temps. 2 invitations qui sont à la salle Thémabex, donc au 56 rue Perrault-Ouest, samedi le 6 juin, de 9h30 à 11h30, puis mercredi le 10 juin, de 18h30 à 20h30, et c'est important de s'inscrire juste avant. On peut le retrouver sur le site de la Ville de Rouyn-Noranda. Merci. Mme Rioux. Oui, alors j'aimerais souligner la consultation sur le nouveau quartier d'Allaire. Alors, on sait que le 21 mai dernier, il y avait une consultation qui avait lieu au Club de l'Âge d'Or pour présenter 2 scénarios possibles du quartier d'Allaire. L'équipe élargie était sur place pour accueillir les gens. Il y a quand même près de 70 personnes qui se sont présentées à différentes étapes du projet. Alors, les gens ont pu poser des questions, amener des commentaires. Les gens qui sont vraiment collés sur le quartier vont être d'ailleurs rencontrés ultérieurement. Ils ont pu déjà signaler les éléments sur lesquels ils voudraient avoir plus d'informations. Alors, il y a eu une belle participation et les gens ont beaucoup apprécié. Et je souhaite ce soir notamment souligner le travail de nos équipes qui ont été beaucoup à l'écoute. On le sait, on a eu des gens qui sont venus nous rencontrer pour partager leurs préoccupations quant à l'avenir de ce terrain-là. Alors, on avait à concilier à la fois le besoin de logement pour les gens du quartier Notre-Dame, mais aussi ce bout de territoire qui était déjà occupé et que les gens aimaient beaucoup. Alors, la proposition qui a été travaillée avec beaucoup de délicatesse, parce que d'abord, il y a eu beaucoup d'écoute, une écoute de qualité, et la proposition qui est ressortie est vraiment intéressante. Ça va faire un nouveau quartier très intéressant, parce qu'il y a une belle combinaison. Alors, c'est à suivre. Les gens qui n'ont pas pu s'exprimer, qui n'étaient pas là, il y a une consultation qui se poursuit en ligne. Alors, vous pouvez continuer à émettre des opinions là-dessus et le travail se poursuit suite à tous ces commentaires. Voilà. Merci. Mme Brazeau. Oui.
Alors, bonsoir tout le monde. Good evening, Koué. Alors, je prends le temps de m'exprimer en différentes langues, un peu comme la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, ces dernières années, on le sait, la ville MRC Rouyn-Noranda est fière d'afficher le drapeau arc-en-ciel pendant la semaine du 17 mai. C'est une alliée de longue date avec la communauté de la diversité sexuelle et la pluralité des genres, qui tient d'ailleurs à remercier la ville pour sa publication le 17 mai dernier. Mais qu'est-ce donc que cette journée? Alors, c'est certain que je vais faire ma petite capsule d'éducation populaire. Alors, c'est une initiative de la Fondation émergente au Québec. Le 17 mai, c'est la première journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et elle s'est tenue une première fois en 2005, soit 15 ans après la suppression de l'homosexualité dans la liste des maladies mentales qui provenait là, de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, et non, ce n'est pas une maladie mentale que l'homosexualité. Malheureusement, je me dois de revenir encore en 2026 sur les nombreux propos haineux qui ont circulé suite aux publications de plusieurs municipalités alliées. Et c'est pourquoi que je trouvais essentiel ce soir de ramener justement l'importance de nos alliés pour la communauté de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Puis on continue de les dénoncer, ces commentaires-là inacceptables. Fait qu'être une ville alliée, c'est entre autres s'assurer que nous, les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres, puissions vivre et circuler en toute sécurité. Être une ville alliée, c'est aussi s'assurer que dans nos infrastructures municipales, elles soient inclusives et adaptées à cette diversité. Comme par exemple avec notre centre aquatique, il va y avoir des vestiaires inclusifs qui sont intégrés dans le projet. Donc vraiment, je salue notre beau projet de centre aquatique. Alors j'aimerais terminer en soulignant tout l'apport de la communauté DSPG. Alors maintenant on ne dit plus LGBTQ, mais on dit DSPG. Alors j'aimerais souligner l'apport de cette communauté au rayonnement et au dynamisme de notre ville. Alors, dans les 100 dernières années, j'aimerais rappeler à la mémoire de certaines personnes, sûrement notre fameuse station D. Et je tiens à saluer M. Denis Laure. Merci beaucoup. Je pense aux animations des ventes trottoirs au début des années 2000, à la clinique jeunesse de notre feu CLSC. Hein, ça aussi, ça a été une époque. Alors, la clinique jeunesse avec son projet Sortie 1425. Je pense à Phoenix Mockingbird. Je pense récemment à Chic Chac avec Madame Chose et Dolores Décor. Je vous salue. Et aussi les kiosques de la coalition de l'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, dans chacun de nos festivals, maintenant, on retrouve un espace sécuritaire et la coalition aussi fait de la sensibilisation par rapport à cette diversité-là. Je salue tous nos commerces alliés qui s'affichent sans aucune modération et bien sûr notre exceptionnel milieu culturel qui a toujours été un espace d'unité. Merci. Merci, Mme Brazeau. On a de quoi être fiers, je pense, à Rouyn-Noranda. Oui. Puis j'ai parlé à M. Laure aujourd'hui, qui a plein de projets en tête, qui va être ici en septembre. Il ne pouvait pas être ici au rassemblement, mais on a eu une bonne discussion, puis en tout cas, il s'en vient des belles choses. Là. Donc, merci, on a de quoi être fiers. On va passer aux demandes citoyennes. Je rappelle là, que c'est 5 minutes. Madame Desgagnés le sait. Et on a maintenant quelqu'un qui contrôle le temps. C'est bon. Alors, bonsoir. Nicole Desgagnés sur la rue Perrault. Fait que ce soir, je vais vous parler d'une science que je connaissais pas. J'ai appris ça en décembre 22 lors de la publication dans le Québec Science. Le sujet, c'est l'agnotologie. Alors, beau grand mot. On parle dessus, ces industries qui nous mentent. Alors, j'en profite de vous parler de ça cette semaine parce que
C'est le colloque de l'Onyx. J'y étais aujourd'hui, j'y serai demain. Et l'Onyx a été mis en place là, en 23, lorsqu'on a eu la fameuse attestation là, par le gouvernement, qui est en ligne pour être changée, mais bon. L'Onyx, ça mobilise l'expertise scientifique puis favorise l'accès aux données sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement pour soutenir la prise de décision éclairée et soutenir les acteurs engagés dans la protection de la population et des écosystèmes. Donc, c'est les mêmes objectifs que j'ai, que vous ayez des décisions éclairées. Alors, c'est l'étude, la ignotologie, de l'absence de connaissance ou plutôt de la création volontaire de l'ignorance. Par exemple, il y a pas mal de jeunes ici, mais on se souvient pour certains de comment les compagnies de tabac ont travaillé fort quand la santé publique a commencé de faire des liens entre le cancer et le tabagisme. Les compagnies de tabac ont tellement travaillé fort qu'ils ont créé leur propre institut, supposément indépendant, pour semer le doute dans la population sur les méfaits de la cigarette. Le résultat, ils ont réussi à faire écran au vrai consensus scientifique, puis ils ont retardé l'adoption de mesures de santé publique anti-tabac. Ils ont créé vraiment de la confusion. Alors, je pourrais vous donner plein d'autres exemples, les pétrolières, les compagnies de sucre, les pharmaceutiques, les producteurs d'alcool, l'industrie minière, les combustibles fossiles. Fait qu'il y en a plein, il y a tellement de cas de manipulation de la science que ça a amené justement ce développement d'un champ de recherche qui s'appelle l'agnotologie. Ainsi, on étudie là-dedans l'ensemble des stratagèmes que les compagnies utilisent pour favoriser leur propre intérêt et maximiser leur rentabilité. Les chercheurs de ce domaine qui travaillent là-dedans, ils ont trouvé plein de stratégies. Par exemple, le financement de programmes de recherche supposément sûrs et indépendants, l'embauche de firmes juridiques et de relations publiques pour gérer les recherches, pour passer des campagnes de publicité, faire du lobbying, et notamment discréditer le travail de la santé publique et de faire du salissage même sur la réputation des scientifiques. Alors, pour s'en prémunir, je vais vous proposer quelques questions que vous devriez vous poser. Alors, les données qui sont publiées ou qui sont avancées sont-elles dans une revue scientifique sérieuse où il y a eu une révision par les pairs? Les études qu'on vous présente sont-elles menées dans un lieu d'études indépendant comme des universités, pas indépendant payés par la compagnie? Ou c'est mené justement par des chercheurs engagés par une entreprise? Ça devrait vous aider à croire ou pas certains avis. Comme c'est ma dernière semaine avant l'été que je viens vous voir, je vais revenir à l'automne, je vous laisse avec une liste d'écoute. C'est tous des films ou des séries, des histoires vraies que vous pourrez écouter quand le hockey sera fini. Alors, j'ai Erin Brockovich, Les enfants de plomb, qui est une mini-série, Darkwater, Ville toxique. Alors, ces films-là, c'est sûr que les situations sont peut-être plus inquiétantes que la nôtre, mais ça vaut la peine de regarder. Vous allez reconnaître beaucoup de signes, de stratégies des compagnies, de refus de croire les choses. Ça fait que ça peut peut-être être riche. Et je vous ai mis aussi sur mon document une autre référence qui parle de l'agnotologie. Merci de votre écoute. Merci. 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 Bonsoir, Jean Garand, citoyen du Vieux-Noranda. Le 25 septembre 2023, Jean-Thomas Léveillé, un journaliste, publiait dans la presse un excellent article qui était très étoffé sur la présence de métaux lourds dans les boues qui viennent des étangs aérés qui sont associés à nos usines d'épuration des eaux usées. Les étangs doivent être vidés régulièrement, mais pour la ville de Rouyn-Noranda, qui fait exception par rapport à la plupart des autres municipalités du Québec, ces boues sont malheureusement impropres au recyclage comme fertilisant ou tout simplement comme remplissage organique. Ces boues doivent être disposées à coût élevé dans des sites spécialisés et parfois même hors région. Quand on parle de coût et de budget, on doit parler d'efficacité. S'il faut que tu transportes des boues dans des sites spécialisés en banlieue de Montréal, c'est loin d'être gratuit. Il y avait eu un rapport de 2021 qui avait été fait par une firme spécialisée qui associait la présence anormale de métaux lourds au bruit de fond régional, ça c'est Mère Nature, les roches environnantes, mais aussi aux activités industrielles.
Il y avait eu alors 5 principales sources non résidentielles d'eau de ruissellement contaminée et identifiées qui finissaient malheureusement par passer en partie dans des égouts pluviaux aux égouts sanitaires. Voici mes questions et commentaires concernant ce dossier important, car comme payeur de taxes et quelqu'un qui privilégie l'efficacité pour le contrôle des coûts, je gère très mal de devoir éventuellement payer pour disposer de ces bouts non recyclables. Les payeurs de taxes, selon moi, ont le plein droit de savoir si leur argent est bien dépensé et si toutes les solutions possibles ont été envisagées. Mon premier point, c'est une question. La Ville a-t-elle maintenant un portrait clair, c'est-à-dire du métrique, des données, du data, des mesures, des intrants pluviaux dans les égouts sanitaires des principaux suspects industriels identifiés précédemment et selon la période de l'année? Parce que, par exemple, on sait qu'en période hivernale, le ruissellement, il y en a moins. Donc, théoriquement, il devrait y avoir en période hivernale moins de contaminants. Du moins, je l'espère, parce que sans ça, on est dans pour faire un mauvais jeu de mots. Deuxième point, c'est une autre question. Quand est prévue la prochaine vidange? Puis est-ce qu'on a idée de la qualité et de la quantité des bouts prévus? Puis, quand je parle de qualité, c'est y a-t-il des métaux lourds? Est-ce qu'on va être obligé encore d'en disposer à quelque part dans un site d'enfouissement sanitaire spécialisé où on peut les recycler, faire du compost avec comme ça se fait ailleurs? L'autre point, c'est une question. A-t-on idée comment va coûter la prochaine disposition des bouts? Et si une entreprise ou des entreprises sont responsables de cette contamination non gérable, alors pourquoi ça serait aux citoyens de payer pour cette contamination? Quatrième question, à quelle fréquence doit-on disposer des bouts? Aux 2 ans, aux 3 ans, aux 4 ans? Un commentaire. Dans le rapport précédent que la firme spécialisée, on disait qu'il n'y avait pas de métaux lourds en solution dans l'eau. Mais j'ai une question, ou un commentaire, ça ne sera pas plutôt une histoire de dissolution? C'est-à-dire que oui, il y a des métaux dans l'eau, mais étant donné qu'il y a beaucoup plus d'eau que de solide dans ce qu'on flush à la toilette, il y a un phénomène de dissolution, de mise en solution et de dissolution. On dilue le problème. Est-ce que c'est ça la réalité? Le dernier point, c'est si la contamination des bouts s'avérait venir principalement de la fonderie. Est-ce qu'on pourrait envisager de disposer de ces bouts contaminés, si on ne peut pas les recycler organiquement, de les enfouir dans les parcs à résidus de la fonderie? Donc, je demanderais au conseil municipal un suivi sur ce dossier qui date quand même de 2023. J'imagine qu'on a avancé beaucoup. J'ai fouillé sur le site de la Ville, mais j'ai pas trouvé, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai pas trouvé de choses nouvelles par rapport à ça. Et en passant, j'ai déjà, comme ingénieur, visité des usines d'épuration. Je sais très bien comment ça fonctionne aussi, le traitement. Fait que je suis assez au courant de ce dossier. Merci. Merci. Vous comprendrez qu'on a pris beaucoup de notes. Que vous avez... Tu veux pas avoir ça fait des questions? Oui, si vous avez vos questions. Avoir vos questions. Je pourrais les envoyer par courriel. Là. OK. Juste à écouter les vidéos, ça va être correct. On les a. Ça va être correct. On a toutes les questions, ça va. Puis il y a beaucoup de questions qui sont techniques là-dedans. Là. On va devoir vérifier puis vous revenir. Bonsoir. Vous demanderez un peu d'indulgence des présentations. J'ai toujours eu de la difficulté à l'en faire. Ça va être proche une lecture et même les lectures sont difficiles. Bonsoir à vous tous. Votre nom, monsieur? Et toutes. Ça s'en venait. Okay. Merci. Mon nom est Guy Trudel. Désolé. Citoyen du quadrilatère délimité comme étant la zone tampon de la fonderie Horn. J'aimerais en un premier temps souligner la journée de George Floyd. En ce jour, j'exprime ma sympathie envers cette communauté continuellement grandissante dans notre ville, dont mon fils a fait partie, et qui, à mon avis, nous apporte de la couleur dans nos vies. Je venais vous parler, entre autres, du balayage des rues
le balayage mécanique des rues. Ce printemps, j'ai vérifié au calendrier de la ville pour m'apercevoir que nos rues font partie des priorités 1. J'en étais ravi et j'ai très apprécié. Cela dit, je veux vous exposer la situation qui perdure d'année en année. Au printemps, les citoyens ayant été confinés à leur cour arrière durant tout l'hiver pour leurs véhicules sont très heureux d'utiliser le stationnement dans la rue avant. Cela a comme conséquence, cela a comme conséquence que plusieurs des emplacements de stationnement dans la rue sont occupés lors du travail de ce qui ne permet pas de nettoyer complètement. Ce premier nettoyage, après l'accumulation de tout l'hiver, est très important. De plus, si je me trompe, la fonderie a effectué son arrêt général au cours de cette même période, mobilisant 1500 travailleurs et travailleuses, où les stationnements sont occupés très tôt le matin et surtout complètement. Ma première question, serait-il possible d'utiliser au moins pour le premier nettoyage du printemps la même procédure que pour le déneigement, c'est-à-dire la veille du nettoyage, installer des pancartes de défense de stationner, balayage de rue. De plus, lors de ma vérification du calendrier, je me suis aperçu que les ruelles du même quadrilatère n'en faisaient pas partie, du moins sur la carte. Sachant éperdument que celles-ci ont été recouvertes en fonction de pouvoir être nettoyées à l'aide de balais mécaniques, j'ai donc écrit un courriel aux travaux publics en fonction de connaître la fréquence de ces nettoyages. On m'a rapidement répondu. Nous commençons par les priorités 1 des rues, par la suite les secteurs et nous terminons par les ruelles. J'ai réitéré ma question le 11 mai car la fréquence n'avait pas été précisée et je n'ai toujours pas eu de réponse. Connaissant tous la situation des émissions des contaminations de la fonderie Horn, sachant que les enfants jouent beaucoup plus dans les ruelles que dans la rue, bien qu'à la dernière nouvelle, Glencore est rendu propriétaire de 55 immeubles sur les 82 de ce quadrilatère. Selon moi, environ seulement qu'une douzaine d'immeubles sont complètement vacants. Donc, il reste beaucoup de monde, autant propriétaires que locataires, encore dans les 70 autres immeubles. De plus, la relocalisation des personnes visées par la relocalisation par les personnes visées par une reconstruction ne sera pas possible avant environ 2 ans. Là, c'est l'aménagement des terrains, et puis après ça, la construction. Mes questions suivantes sont, le conseil de ville pourrait-il s'informer auprès de la santé publique à savoir quelles sont les fréquences appropriées de nettoyage de balais mécaniques des rues et des ruelles? Le conseil pourrait-il demander aux travaux publics d'appliquer ces fréquences? Le conseil pourrait-il demander aux travaux publics de classifier les ruelles de ce quadrilatère en priorité 1? Étant très conscient que ces mesures risquent d'avoir des coûts au-delà de la normalité et qu'une saine administration oblige, serait-il possible finalement que le maire organise une rencontre avec la fonderie en fonction de discuter des possibilités de partager les frais? J'apprécie que vous apportez une attention spéciale à notre quartier, vu cette situation particulière, nous permettant de respirer. Merci de donner suite. Merci. Merci, M. Trudel. Merci. D'autres demandes citoyennes? Ça va? Donc, point 6.
monde, c'est Juliette Larose. J'ai pris des photos, OK, que j'ai pensé remettre aux conseillers. C'est des photos qu'on me dit que c'est comme des cartes postales. C'est ça, si vous voulez, vous choisir et faire passer. Puis, Pour le centième, pour préciser, c'est pour le et si centième. vous voulez, vous pouvez en prendre une. Merci, c'est gentil. C'est dans le cadre du centième? Cadre du centième. C'est dans le cadre du centième? Oui, OK. oui. J'ai autre chose à vous montrer aussi que j'ai pensé pour la vie. Vous voulez toujours, là? Je vais j'ai fait des montages. Moi, j'aime ça prendre des photos. Approchez-vous du micro parce que les gens en ligne vous entendront pas. Moi, j'aime ça prendre des photos, puis j'aime ça faire des montages. Fait que j'ai fait des montages pour la ville, pour le centième. Fait que j'ai pensé vous en offrir, si vous voulez choisir un des deux. Je vais l'emmener à vous seulement. Vous pouvez prendre le temps de répertorier. Et puis, si ça vous tente d'en choisir une, ben ça va me faire plaisir de l'offrir à la ville. Ouais, moi, il y a quand même des bénéfices à être mère. Merci beaucoup. Oui. Mais c'est ça, comme je vous dis, moi, je verrais aussi de le mettre en quelque part dans pour que ce soit visible pour le monde qui vienne aussi là, sur place. Là, OK. Oui. Puis je peux vous en faire un personnellement aussi, si vous voulez. Là. C'est trop de faveur. Hein? Non, c'est déjà fait. J'ai rien qu'à... C'est ça, là. Je viendrai, là... Merci beaucoup. On prendra une photo avec vous tantôt. Ah oui. Là. Moi, je prends des photos, mais me faire prendre une photo, je suis pas bébé. J'ai comme choisi celui-là, madame. Oui, c'est bien correct. Merci. C'est du cadeau. J'ai une grenade. Merci beaucoup. Madame Ginette. Point 7, madame Lagretière. Est-ce que c'est moi ou c'est Madame CCI? Je peux. Vous me corrigerez si je erre. Je comprends qu'on est rendu à l'adoption d'une résolution qu'on a déjà vue ici, qui a été en consultation concernant la construction d'un bâtiment résidentiel de 7 logements sur la rue Montrose. Alors, c'est 2 fois 7 logements sur la rue Montrose. Toutes les étapes ont été franchies et ça prendrait une résolution du Conseil, ainsi que l'adoption. On va commencer par les adoptions. Allez-y, Parfait. comme ça. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer. J'en fais la proposition. Daniel Camden. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Ensuite, on est rendu à l'adoption d'un second projet de résolution, c'est-à-dire qu'on a déjà vu ce projet-là, mais il est à la deuxième étape concernant le développement d'un parc d'énergie solaire sur une propriété située sur la route Cisco. Alors, et c'est la même chose, il y a un deuxième... on pose... Vous pouvez les prendre les deux. OK, parfait. Merci. Alors, adoption d'un second projet, encore là, de résolution concernant le développement d'un parc d'énergie solaire sur des terres publiques non cadastrées situées au nord de l'avenue Provencher. Adoption d'un second projet de résolution pour l'ajout d'un logement dans un bâtiment résidentiel de 8 logements situé au 189-205 rue Monseigneur-la-Tulipe-Ouest. 199, 205 rue Monseigneur-la-Tulipe-Ouest. Et l'adoption d'un second projet de résolution pour l'immeuble situé au 98 jusqu'à 100, la 14e rue, concernant le déménagement et la diversification des activités de Thémabex. Alors, Thémabex change de lieu et souhaite changer de lieu et souhaite s'en aller sur la 14e rue. Est-ce qu'on fait la dernière? Oui, vous pouvez y aller aussi. Alors, la dernière, il y a eu une consultation avant le Conseil. Il n'y a pas eu de commentaires. C'est exact. Il n'y a pas eu de commentaires dans la salle.
Alors, comme il n'y a pas eu de commentaires, c'est possible pour le Conseil d'adopter, d'autoriser le zonage, la zone 2005, le déménagement des activités d'autobus Maheu dans un secteur commercial pour l'immeuble situé sur la rue Mathieu. Alors, ce sera en direction des 20. Alors, on serait prête pour l'adoption. La proposition, Sylvie Surgeon. Lynne Fortin, j'ai l'appui. Voilà. Merci, Mme Rioux. Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire. Donc, au niveau de la gestion du personnel, la liste du personnel engagé, on parle de 14 ressources occasionnelles et réservistes pour la période estivale, notamment au niveau de l'équipe des parcs et des espaces verts, ainsi que des travaux publics. Ensuite, bonne nouvelle, l'embauche de M. Carl Guimond au poste de chef du service des parcs et espaces publics. On poursuit les signatures de contrat, Mme Tousignan. Donc, 2 signatures de contrat, M. Simon Ricard ainsi que M. Olivier Thibodeau. J'ai un proposeur. La proposition, François Gagné. Je l'appuie. Pierre Côté. Oh. Oups. Quel côté? Octroi de contrat, donc remplacement des trappes de désenfumage du théâtre du cuivre à MP Solutions Incorporées au montant de 97 762,73 taxes incluses étant la plus basse conforme. Service professionnel visant la réalisation d'études de caractérisation des milieux humides et hydriques. Contrat octroyé de gré à gré à la firme WSP Canada Inc. au montant de 45 903,77 taxes incluses. Réfection de toiture et renfort structural à l'Arena Régent-Haut et la gestion Symbiox incorporée au montant de 2 148 132,35 taxes incluses et dans la plus basse conforme. Contrat de fourniture de terre noire tamisé meuble 2026 à 9045-2491 Québec Inc. Entreprise Gaétan Jolicoeur au montant estimé de 78 470,44 taxes incluses étant la plus basse conforme. Et finalement, acquisition de tables et bancs en acier pour différents parcs et espaces verts du territoire. Contrat octroyé de gré à gré à TC Récréo Parc Incorporé au montant de 97 121,59 taxes incluses. J'en fais la proposition, Martine Rioux. Je l'appuie, Élisa Maud Champagne. Une vente de terrain cette semaine, vente du lot 6 518 418 au Cadastre du Québec, avenue Bonaparte, à Immobilio, Société d'investissement incorporée, aux fins de construction d'un bâtiment commercial et industriel de type entrepreneur en construction. J'en fais la proposition, Pierre Côté. Je l'appuie, Vicky Brazo. Autorisation de signature, donc avenant à l'entente de développement territorial du Fonds Région et Ruralité, volet 2, FAR, volet 2, convention avec Arbre Canada dans le cadre du programme national de verdissement, entente de partenariat avec Moreau dans le cadre des prix Régal, et finalement, Centre local de développement de Rouyn-Noranda, le CLD, entente concernant la relocalisation du bureau d'information touristique et la création de nouveaux lieux d'accueil. Lynne Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Éric Grenier. Et on termine avec l'adoption de la politique d'approvisionnement. On fait la proposition, François Gagné. Yvon Tubize, j'appuie. Commission municipale. Oui, donc pour l'organisme Les Marginales, pour ses activités au 982 rue Bureau, il y a une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de la taxe foncière. Donc, le Conseil, normalement, s'en remet à la décision de la commission municipale, considérant que ce sont des critères dans la loi là, qui permettent de déterminer si l'organisme est admissible ou non à une exemption de taxe. Donc, un proposeur appuyeur. Je l'appuie. J'en fais de la proposition. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Donc, je vais y aller en bloc pour les nombreuses demandes d'événements ce soir là, pour le début de l'été. Donc, partie d'ouverture, Southern Cruisers, on parle du 5 juin de 16h30 à minuit sur l'avenue Carter entre la 7e rue et la ruelle de la 8e rue. Le tournoi de balle donné mixte 2026, donc du 5 au 7 juin au terrain de balle du parc de Granada. L'église s'improvise, ce sera le 12 juin à 18h à l'église orthodoxe russe. Le party au village dans le secteur de Montbrun du 12 au 14 juin. Le tournoi de balle donné du 12 au 14 juin, toujours au terrain de balle du parc de Granada.
La fête d'été du CPE Le Phénix, donc le 18 juin de 15h à 20h, il y aura fermeture de la rue qui donne accès là, au CPE, pas la Murdoch, mais vraiment la petite rue qui donne accès au CPE. Fête nationale 2026, le 23 juin à compter de 16h à la Grande Place Edmund Horn. Ensuite, le grand rassemblement familial de la Société du Centième, donc le 27 et 28 juin, qui aura lieu au Parc Mousca. Faut aussi noter qu'il y aura fermeture de la 15e rue là, de l'avenue Thompson jusqu'à la rue Richelieu. La rue Thompson sera fermée également et la ruelle Richelieu pour permettre là, divers événements et divers aménagements. Beauce Carnaval du 29 juin au 6 juillet également à la Grande Place Edmund Horn. Le Tour de l'Abitibi-Glencourt du 10 au 19 juin. Il y aura fermeture partielle de l'avenue Dallaire là, entre Tachereau et Monseigneur-la-Tulipe-Ouest pendant l'événement. Ensuite, Cisco en lumière 2026 Westwood, donc du 4 au 8 août à la Grande Place Edmund Horn. Et finalement, la fête des voisins de d'Alembert aura lieu le 6 juin dans le secteur de d'Alembert. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Pierre Côté, j'ai l'appui. Ensuite, demande à la Commission de protection du territoire agricole, Madame Valérie Gaulin, qui était présente à la dernière séance. Le Conseil avait choisi de reporter. Et nous avons décidé de virer la proposition favorable pour le présenter à la CPTE. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Daniel Camden. Ensuite, la Ville souhaite déposer un projet d'aménagement du Mont Powell dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Donc, une résolution serait requise pour pouvoir présenter le projet. Je fais la proposition. Sylvie Turgeon. Pierre Côté, j'ai l'appui. Ensuite, pour permettre l'acquisition et l'installation de radars aux entrées des noyaux villageois pour assurer la sécurité, là, il y a plusieurs conseils de quartier qui avaient soulevé là, dans les dernières années au conseil que les voitures qui entrent dans les noyaux villageois ne ralentissent pas toujours ou pas suffisamment pour le respect des limites de vitesse. Donc, il est souhaité de procéder à l'acquisition, de demander évidemment une autorisation au ministère des Transports parce qu'il s'agit de routes qui leur appartient pour pouvoir installer et permettre là, une meilleure sensibilisation, une connaissance là, des comportements sur ces artères-là. Je propose Éric Grenier. Je l'appuie, Stéphane Girard. Et finalement, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière et contribution au projet artère. Il s'agit d'un projet régional auquel toutes les MRC de la région vont participer et qui nécessite là, une aide financière du gouvernement provincial pour pouvoir avoir lieu. Je propose Éric Grenier. Je l'appuie, Stéphane Girard. Ensuite, approbation des critères et de la grille d'évaluation pour le remplacement du système de gestion première ligne du service incendie. Yvon Tubise, je fais la proposition. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. 2 emprunts au fonds de roulement. Pour le Théâtre du Cuivre, on parle du remplacement des réfrigérateurs et du compresseur du bar pour 12 000 $. Et pour la vie active, culturelle et communautaire, le réaménagement de la NOD, il s'agit d'un embellissement là, du secteur pour le 100e près de la Maison du Mulon pour 26 300 $. On met la proposition, François Gagné. Je l'appuie, Vicky Brazo. Ensuite, suite aux états financiers qui ont été présentés tout à l'heure, il y a certaines affectations là, qui avaient été nommées. Donc, je vais les nommer une après l'autre. Donc, pour une éventuelle relocalisation de l'écocentre, il est souhaité faire une étude de faisabilité pour le projet de construction du nouvel écocentre. Donc, il s'agit d'approprier un montant de 45 000 $ à même des sommes qu'on détenait déjà pour la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ensuite, à chaque année, l'aéroport régional de Rouyn-Noranda, qui appartient à la Ville, charge des frais d'utilisation par passager de 20 $ par passage et la Ville souhaite réaffecter ces sommes-là qui sont perçues pour permettre le développement de son aéroport. Donc, on parle d'un montant de 495 107,40 pour permettre les sous à l'aéroport.
Ensuite, au niveau du transport en commun, la Ville avait convenu d'utiliser les sommes d'une entente sectorielle de développement en 2025 au montant de 189 735 pour financer une partie du transport en commun. Donc, il s'agit de confirmer l'utilisation de cette somme-là. Il y avait également l'année dernière une somme de 31 496 $ qui avait été budgétée pour toute la promotion en lien avec l'inscription des citoyens au portail citoyen. La totalité des campagnes de promotion qui étaient prévues n'ont pas pu être réalisées pour différentes raisons. Donc, il est souhaité de maintenir ces sommes-là, qui sont de 26 160, là, le solde, pour continuer les campagnes de promotion, pour que les gens continuent de s'inscrire au portail citoyen. Ensuite, quand la Ville vend des terrains à des promoteurs pour la construction d'immeubles, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, il y a un montant d'argent qui doit être conservé parce que si le promoteur ne développe pas son terrain, bien, la Ville a la possibilité de racheter ce terrain-là. Donc, en 2025, il y a des ententes qui ont été signées avec des promoteurs et il y a un rachat potentiel, si les projets ne voyaient pas le jour dans les 2 prochaines années, qui ferait en sorte que la Ville pourrait devoir payer 86 224 $. Donc, il s'agit de réserver ces sommes-là si la Ville a besoin de racheter les terrains dans le futur. Ensuite, le service sécurité incendie a dépensé moins que prévu en 2025 et il est souhaité réserver pour ce service-là 247 718 pour permettre là, des projets futurs dans le cadre de ce service-là. Ensuite, Villes et villages en santé, qui font partie des états financiers de la Ville, ont réalisé un surplus de 23 088 $. Donc, il est souhaité que cette somme-là puisse être conservée par Villes et villages en santé pour réaliser d'autres actions. Et finalement, à chaque année, la Ville reçoit des compensations pour de Recycle Québec et Éco-entreprise Québec maintenant. Donc, il y a des montants là qu'on a reçus de 1 265 383 en 2025 par Recycle Québec. Et également, les dépenses du service des matières résiduelles ont été moindres de 25 584 et 40. Donc, l'objectif est de maintenir les sommes qu'on reçoit pour la récupération et la valorisation des matières résiduelles pour 1 290 967 et 40, la fin pour lesquelles on les a reçus. La proposition, François Gagné. Pierre Côté, je l'appuie. Ensuite, demande de libération du fonds de garantie. Donc, la Ville doit, quand elle contracte l'assurance avec un regroupement garanti dans biens et en responsabilité civile, il y a un dépôt qui est donné et s'il reste des sommes à la fin de la période pour laquelle il n'y a aucune réclamation, bien, il s'agit pour la Ville à ce moment-là de récupérer les sommes. Donc, c'est ce qui est souhaité pour l'année 2021-2022. Donc, 20-21, 21-22, excusez-moi. C'est de 20 à 21. 21-22. Oui, il y a une erreur, c'est 20-21, je suis désolée. Donc, effectivement, donc de pouvoir récupérer ces sommes-là, qui est notre quote-part là, que Rouyn-Noranda a payé dans le regroupement de l'Abitibi-Témiscamingue. J'en fais la proposition, Vicky Brazo. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et finalement, à 11.5, il n'y a pas de résolution qui est requise. Par contre, la Commission municipale du Québec, lorsqu'elle rend public des rapports d'audit ou encore des suivis des rapports d'audit, le Conseil municipal doit confirmer là, qu'il en a bien pris connaissance par un dépôt en séance publique. Donc, la Ville avait été auditée en novembre 2022 sur les processus de sécurité des systèmes de contrôle industriels. À la satisfaction de la commission municipale, les équipes ont répondu positivement à 100% des recommandations. Donc, maintenant, le dossier sera fermé. La publication du rapport a eu lieu le 21 mai dernier. Donc, à la séance qui suit ce soir, on confirme le dépôt du rapport aux membres du conseil et ils confirment en avoir pris connaissance. C'est tout simplement une mention au procès-verbal qui est requise, pas de résolution. Recommandation de conseil de quartier? Oui, Monsieur le maire, au niveau du conseil de quartier de Bellecombe, on a 2 candidats en la personne de Mme Céline Bourassa, une assidue qui assiste à chacune des rencontres du conseil de quartier, et M. Robert Clich, qui a été impliqué au niveau de la Corporation de développement économique de Bellecombe. Ces 2 candidats ont proposé leur candidature, justement, pour siéger au niveau du conseil, et j'en fais la proposition. Lynn Fortin, je l'appuie.
Point 13, approbation des comptes au montant de 6 152 298 et 28. J'en fais la proposition. Martine Rioux. Je l'appuie, Éric Grenier. Donc, un avis de motion ce soir. Un règlement qui va remplacer un règlement déjà existant, le 2013-773, concernant les règles de délégation de pouvoir de contrôle et de suivi budgétaire. Il s'agit en fait d'un règlement qui est requis par la loi sur les cités et villes. L'objectif est de définir, à partir du moment où le Conseil a voté le budget, qui sont les employés qui sont autorisés à approuver, par exemple, des factures, des dépenses, dans la mesure où les budgets sont disponibles, que les processus ont été respectés. Donc, il s'agissait là, d'une mise à jour suite à l'adoption du projet de loi 79 qui visait tout le processus contractuel et des changements de poste là, de différents employés. Donc, de faire vraiment une mise à jour du règlement. On a souhaité en adopter un nouveau pour éviter là, les modifications à un règlement déjà actuel. J'en donne l'avis. Parfait. Et finalement, 2 règlements. Donc, l'adoption du règlement 2026-1444 sur la gestion contractuelle. On vient remplacer le 2022-1227. Et suite à l'avis de motion qui vient tout juste d'être donné, le projet de règlement concernant les règles de délégation de pouvoir de contrôle et de suivi budgétaire. J'en fais la proposition. Pierre Côté. Je l'appuie. Martine Rioux. Ça complète. Ça complète. Donc, les médias ne sont pas présents ce soir. Il y a du hockey, M. le Il y a maire. du hockey. C'est plus OK. important des fois. Levé de la séance. Je fais la proposition. Sylvie Surgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Merci. Oui, j'avais répondu. Mais c'est ça que j'ai compris que tout le monde avait compris. Ouais.